Une grande voix de la radio et de l'histoire de la télévision, Jacques Pradel, bonjour. Bonjour. Quel bonheur de vous avoir là, parce que vous êtes vraiment celui qui nous racontait les faits divers comme personne. C'est-à-dire qu'au fond, et on va le voir dans ce livre au public, c'est vos archives criminelles. Vous nous dites au fond les faits divers. Alors récemment l'affaire Jubilard, du pont de Ligonnès, Daval. Ces faits divers nous parlent à nous racontent en fait. Oui, moi je pense que chaque histoire criminelle a quelque chose à nous dire sur d'abord l'époque à laquelle elle s'est déroulée, sur l'état de notre société, sur ce qui faisait réagir ou pas la justice à l'époque, parce que là on parle de féminicide actuellement, et heureusement qu'on en parle, qui montre quand même une faille dans la société. C'est une faille de, comment dire, des enquêteurs qui n'ont pas conscience de la gravité quelquefois des faits qui leur sont... Ils sont mal formés, quoi, en fait. Mais il y a 20 ans, 25 ans, un viol, c'était combien d'années de prison? Oui. Quand c'était plus de 10 années, c'était exceptionnel. Oui. Vous racontez par exemple l'affaire Violette Nozière. Alors, l'affaire Violette Nozière, on pourra en parler. Ben oui, cette jeune femme, oui, qui va hurler au moment du verdict, elle est condamnée, elle va dire bande de saligots, oui. Parce qu'elle a tué ses parents, dont elle était la victime. Voilà, alors, ce qui lui est arrivé n'excuse pas évidemment ce qu'elle a fait, parce qu'elle a quand même empoisonné son père et sa mère. Alors, son père, parce que dira-t-elle, mais personne ne l'a entendu, il l'a violée depuis l'âge de 12 ans, et sa mère, parce qu'elle n'avait jamais rien dit. Et qu'elle savait. Donc ça, on le sait avec le recul du temps. C'est pour ça que j'aime bien mettre les histoires en perspective, revenir sur des histoires anciennes, parce que le temps passant, on a le temps de s'apercevoir que un certain nombre de choses qu'on a vues à l'époque ou qui nous ont choqués à une époque ne sont plus les mêmes. Oui. Et qu'on trouve souvent l'explication des mystères 10, 20, 30, 40 ans après. Alors, chronique criminelle, bien sûr, sur TF1, chaque semaine. Mais au fond, ce sont des affaires que vous avez choisies dans vos archives, Jacques Pradel. Oui, vous dites, au fond, c'est celle-là que j'aime particulièrement, si on peut dire ça. Oui. Mais bon, c'est vrai. Alors, j'ai envie de vous dire, pourquoi ces affaires-là et pas d'autres, celles que vous avez choisies? On va en parler dans ce livre. Oui, et c'est celles qui m'ont marqué, c'est-à-dire c'est celles que, effectivement, au sens propre, je n'oublie pas, puisque elles m'accompagnent quelque part. Alors, elles ne me hantent pas, elles ne m'empêchent pas de dormir, mais vous savez, souvent, dans les conversations avec des professionnels ou dans des conversations avec le public ou dans des salons du livre, par exemple, la question m'est toujours posée, alors, laquelle? Quelle est l'histoire? Est-ce que c'est l'affaire Grégory? Est-ce que c'est du pont de Ligonnès? Est-ce que c'est... Et on ne peut pas répondre à cette question parce que c'est pas une histoire qui nous choque. C'est pas une histoire qui nous marque. C'est toute une série d'histoires pour des raisons différentes. Parce que les circonstances du meurtre sont exceptionnelles, parce que la personnalité de l'assassin ou la personnalité de la victime est particulièrement exceptionnelle également. C'est toujours quand même l'exceptionnel qui nous... on va le dire aussi, c'est qui nous marque. Terrifiant, qu'il y a des affaires complètement... D'ailleurs, il y en a une, vous dites, j'ai hésité à la raconter, je crois, une histoire de pâté en croûte. Vous dites, j'ai hésité à la raconter. Oui, non, c'est vrai. C'est peut-être la seule histoire qui est un peu légendaire dans le livre, parce que chaque histoire que je raconte, moi, je réenquête les choses pour ne pas dire des bêtises et pour être sûr que le dossier est bien conforme à la réalité. Alors, pour les petits pâtés de la rue Marmouzet, qui est une rue à Paris près de Notre-Dame, qui est une rue qui n'existe plus aujourd'hui. Elle a changé de nom et au passage, c'est la rue où se trouve actuellement l'école nationale l'antenne parisienne de l'école nationale de la magistrature. Bon, mais ça n'a rien à voir avec le fait divers. Le fait divers, c'est dans les années 1300 et quelques, 14e siècle donc. Donc, il y a beaucoup de curés qui vivent sur l'île Saint-Louis, beaucoup de moines, et ils louent des chambres à des étudiants. Et il y a beaucoup d'étudiants européens. Erasmus, déjà, au Moyen-Âge, c'est quelque chose qui existe. En tout cas, à la Sorbonne à Paris. Et les étudiants, parfois, disparaissent. Pourquoi? Parce qu'il y a des tas de bandes de coupe-jarrets, de gens... on retrouve beaucoup de cadavres dans la Seine, évidemment. Et quand un étudiant disparaît, on se dit, il a fait une mauvaise rencontre. Et là, il y a un étudiant qui disparaît. Donc on se dit, il a dû avoir un mauvais coup. Sauf que cet étudiant avait un chien.
et que quelques jours après la disparition de l'étudiant, le chien arrive dans le quartier de la rue des Marmousets, où il y a côte à côte deux échoppes, l'échoppe d'un barbier et à côté ce qu'on appelait à l'époque un charcutier, pas encore un charcutier. Et donc c'était, on va dire, aujourd'hui on dirait un traiteur. Et ce traiteur fait des petits pâtés à la viande, mais qui font courir tout Paris. On dit que le roi, déjà, les adore et envoie des valets les chercher. On dit que les bons pères de Notre-Dame se régalent de ce truc. Bon. Et puis, bon, pour la faire courte, on va découvrir que le chien hurle à la mort devant la boutique du barbier. Le guet arrive. Comme le chien continue à hurler, il ne se tait pas, on pénètre dans la cave du barbier, où on va trouver le cadavre du jeune homme qui a disparu, le jeune Allemand qui a disparu, et on aurait découvert, il y a un côté un peu auberge rouge, qu'il y avait une trappe, et que, en fait, le barbier et le charcutier étaient deux tueurs en série qui éliminaient les étudiants, et qui, en plus, éliminaient, au sens propre du terme, le corps du supplicié, en le vendant sous forme de petits pâtés. Voilà. Ça, c'est alors le talent de conteur. Bon. Non, mais vraiment, je voulais entendre, on ne pourra pas raconter toutes ces affaires, il y en a plein dans ce livre. Mais on entend, en lisant le livre, on entend votre voix, Jacques Pradel. Mais c'est là que j'explique que les archives de cette époque-là ont brûlé, mais il y a quand même des éléments sur lesquels je reviens, parce qu'à l'époque, il y a eu des témoignages sur le fait que les maisons ont été rasées, bien sûr, les deux auteurs ont été suppliciés en place de grève, enfin bon. Et puis, il y a une petite pyramide de pierre qui existe encore dans cette rue, qui a changé de nom, qui montre qu'il s'est passé quelque chose. Ce je redis, c'est vraiment votre talent de conteur, Jacques Pradel. Et vous aimez raconter des histoires. J'adore ça. Et alors, votre voix, évidemment, qui est légendaire, on va dire, c'est votre plaisir de partager ça, comme ça, d'être conteur. Voilà, mais vous avez c'est exactement ce qui... Bon, j'essaye de pas être trop bavard et de pas occuper le terrain trop par rapport à mes amis, mais c'est vrai que j'adore raconter pour partager. Voilà. Oui. Et je fais comme ça. Même si ça fait peur, ces faits divers, même si c'est terrible, c'est l'âme humaine dans ce qu'elle a parfois de pire. Oui, mais alors, bon, c'est là où aussi, c'est mon autre intérêt pour les affaires criminelles. J'aime beaucoup le décryptage, parce qu'on essaye toujours, on se pose toujours la question de savoir pourquoi. Pourquoi il a tué telle personne, pourquoi il a choisi telle victime. Bon, et des grands psychiatres comme Daniel Zaguri, par exemple, grand expert psychiatre auprès des tribunaux, dans une conversation me disait mais il faut jamais se poser la question du pourquoi, on ne saura jamais, parce que même le principal intéressé, l'auteur, soit ne veut pas en parler parce qu'il veut éviter quelques années de prison de plus, soit ne peut pas psychiquement affronter sa propre image en racontant vraiment ce qu'il avait dans la tête. Donc c'est pas ça qui est important dans une histoire, c'est le comment. Le comment, c'est l'enquête, c'est les témoignages, c'est le procès. Voilà. Oui. Et c'est donc la vérité judiciaire qui n'est pas toujours la vérité. Oui, alors vous citez Guy de Maupassant qui a écrit « Le fait divers, c'est la vie ». Oui, bien sûr. Qui paraît paradoxal, parce que c'est pas toujours... oui, c'est plutôt la mort en général. C'est la face noire, la face cachée de la vie. Mais elle existe. Oui. Et Maupassant s'est inspiré de dizaines d'histoires. Il est raconté dans les journaux. Il adorait aller au tribunal. Voilà, c'était sa passion également. Oui. Vous diriez pas, vous, que ce sont des monstres différents de tout un chacun? Ils sont profondément humains, mais malgré tout. Je dirais le contraire. Alors, vous parlez par exemple du cannibale japonais. Oui, alors lui, c'est quand même une exception. C'est difficile de... Je ne connais pas beaucoup parce que quelquefois je dis, mais les gens qui passent à l'acte sont des gens qui pourraient être des gens de notre famille, notre voisin de palier, un copain de travail, bon, etc. Je ne peux pas dire ça pour Issei Sagawa quand même, mais son histoire est absolument passionnante. Incroyable. Parce que derrière le personnage, derrière l'acte monstrueux où il va manger la seule femme qui s'intéresse à lui finalement, parce que il est tout petit, il fait 1m53, il pèse 50 kilos, il a 32 ans, les filles ne s'intéressent pas à lui, donc et il a dans la tête ce fantasme du cannibalisme et tout, et
il va à l'université à Paris, à la Sorbonne, et là il y a une fille qui s'intéresse à lui, la petite Artefeld qui est étudiante et qui est fascinée intellectuellement par cet homme. Et il va finir par en faire sa victime. Et alors, quand on se penche sur la vie de cet homme, d'où il vient, sa petite enfance, surprotégé par sa mère parce qu'il était un enfant malingre, etc., rêvant, à 5 ans, rêvant que ses parents allaient le manger et allaient le faire bouillir avec son frère dans un chaudron. Il a raconté tout ça au psychiatre et au juge d'instruction. C'est le procès, je veux dire, c'est l'exemple même de la question de la responsabilité. Voilà, faut-il juger les fous? Faut-il juger les fous? Déjà, la question se posait à ce moment-là. Oui, mais l'autre question, c'est faut-il relâcher les fous? Parce que, en fait, Sagawa, le juge d'instruction, qui était Jean-Louis Bruguière, a suivi l'avis des experts qui ont dit, bon, là, il y a un problème, il y a maladie mentale. Donc, il n'y a pas de procès, mais il y a internement. Et il va passer 1 an à Villejuif. Mais le papa est un homme d'affaires extrêmement puissant, qui est en relation avec la France, qui va mettre tout son pouvoir en jeu pour pouvoir récupérer son fils. Bon, il obtient du Quai d'Orsay un accord, bon, à condition que son fils soit interné au Japon, à Tokyo. Ce qui se passe. Mais 1 an après, il y a un comité d'experts japonais qui disent « mais cet homme-là n'a pas de maladie mentale, il a des troubles du comportement, donc on le libère ». Oui. Il va même ouvrir un restaurant. Il ne va pas ouvrir un restaurant, mais il va participer à des émissions de cuisine lamentables. Il devient une star. Il devient une star de la télé-réalité, etc. Ça me fait dire un truc, quand même, vous en parlez dans ce livre Jacques Pradel. Ouais. Si vous dites, au fond, on s'intéresse aux criminels, on oublie complètement les victimes. Voilà. Parce que ces criminels sont tellement extraordinaires. Et derrière, on oublie que les familles, les proches sont condamnés, eux, à perpétuité. Mais bien sûr, absolument. C'est la réalité. Moi, j'ai beaucoup parlé avec des familles au cours de différentes émissions que ça insupporte en disant mais c'est pas l'affaire Fourniret que devrait s'appeler l'affaire, c'est l'affaire je sais plus la petite jeune fille à qui je pense qui a été une des premières victimes de Fourniret. Elle aurait mérité qu'on dise mais c'est cette affaire-là. Alors qu'en fait, le souvenir du crime reste, le souvenir du meurtrier reste, mais le souvenir de la victime s'efface. Ouais. C'est terrible. C'est fou. Alors, il y a d'autres affaires dont vous les classez dans ce livre, hein, les affaires non élucidées, c'est-à-dire qu'on n'a pas la réponse. Et c'est incroyable parce que des personnes disparues, des cadavres qu'on ne retrouve jamais, en fait, le crime n'a jamais été vérifié. Donc, c'est des grands mystères. Absolument. Par exemple, il y en a un qui est le mystère maximum, le mystère dans le mystère, la disparition de toute une famille. On les appelle les disparus de Boutier. Boutier, c'est un petit village à côté de Cognac. Et cela fait maintenant 55 ans que cette affaire a eu lieu. On n'a jamais rien retrouvé. C'est-à-dire qu'en gros, au départ, on a une famille, les disparus de Boutier, le père, la mère, les 2 enfants. Ils vont réveillonner à Cognac chez un copain d'usine du disparu. Le réveillon se passe bien. Il est minuit, 1h du matin. Tout le monde rentre. Les enfants sont pressés de rentrer à Boutier parce qu'ils veulent découvrir leur cadeau. Et ils partent avec leur voiture. Et puis, il se passe plus rien. Le lendemain, ils sont pas là. Le jour d'après, ils sont pas là. La famille s'inquiète. Les gendarmes ouvrent la maison de Boutier. Et là, on va découvrir la dinde dans le frigidaire, les huîtres dans le frigidaire, sous le sapin, les jouets des enfants, un sac à main, des lunettes, des affaires personnelles. Voilà. Ces gens se sont évaporés. Oui. Et malgré une enquête vraiment qui a été à la fois extrêmement fouillée de la gendarmerie, et pendant des années, on n'a jamais rien trouvé. Ce qui est fou dans ces affaires, Jacques Pradel, je pense à une autre affaire absolument incroyable. Évidemment, on ne pense pas au coupable qui est là. Je pense par exemple à l'affaire du curé du Ruf. Comment imaginer voilà, c'est... En plus, c'est la France des années 50, une France extrêmement catholique, rurale. Le curé du Ruf, c'est un jeune prêtre qui est en fait un prêtre qui est un don Juan.
Parce que l'enquête va montrer que un jour, il est allé donner l'extrême-onction à un notable de la région et qu'on l'a retrouvé dans des activités coupables avec la veuve dans la cuisine le même jour. Bon, et après, on va découvrir que, au fil des années, il avait engrossé plusieurs jeunes filles mineures à qui qu'il avait fait avorter en payant la faiseuse d'ange, comme on disait à l'époque, avec l'argent de la quête. Enfin, là, on est au sommet de ce qu'on peut imaginer. Et cet homme, donc, a mis enceinte une petite jeune fille qui, Régine, qui va refuser le deal, parce qu'il lui dit, tu vas aller avorter, et puis voilà, ou tu vas aller mettre ton enfant au monde, et puis on le donnera à l'assistance publique. Imagine, elle veut pas ça. Et donc, elle est enceinte de 8 mois. Et donc, alors ce curé, il est aimé de tout le monde. C'est le curé moderne, il a créé une équipe de foot, les jeunes, personne une chorale. ne pense évidemment à lui. Personne ne peut supposer cette horreur. Et lui, il va tuer cette jeune fille avec une arme, donc qui s'est procurée. Il va la bénir d'abord, c'est terrible. Il va lui donner l'extrême-onction avant de la tuer. Et ensuite, avec un couteau, il va l'éventrer pour faire disparaître le visage du fœtus pour qu'on ne le reconnaisse pas. Et si quelqu'un... C'est épouvantable. Alors... Et alors, la famille de la victime, au moment du procès, s'adresse à lui en lui disant « Mon père !»« Monsieur le curé !»« Monsieur le curé !» La mère... Voilà, on est là, on en est là. Monsieur le curé. Oui, mais ça montre ça... Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, chaque histoire nous raconte quelque chose sur son époque. Et à cause de tout cela, de ce contexte, il ne va pas être condamné à mort. Il ne va pas être condamné à mort. Il va faire quelques années de prison, il va être condamné, évidemment, le réquisitoire est admirable, j'en cite des passages, mais ensuite il va être libéré et il va épouser, disent les mauvaises langues, une visiteuse de prison dans un monastère breton où il aurait fini ses jours. Oui, voilà. Incroyable, incroyable. Bon, voilà. Je vais poser plein de questions, on ne peut pas toutes les raconter. Qui a volé la Joconde, l'Auberge Rouge, une mythique affaire qui avait été transposée même au cinéma. Oui. Ou dans l'Auberge Rouge, on dit qu'ils n'ont tué personne. Ils ont été guillotinés devant la fameuse Auberge Rouge au son des violons et des libations et accusés d'avoir tué 50 personnes. Et il n'avait vraisemblablement jamais tué personne. Oui, c'est absolument dingue. L'assassinat de John Lennon, vous en parlez aussi, tentative d'assassinat de Jean-Paul II. Il y a finalement, notre époque est dans ce livre. Ça raconte des choses qui nous ont marqués, comme des marqueurs dans le temps. Oui, absolument, parce qu'il y a la religion, là on vient d'en parler avec Ruff, mais on pourrait en parler au contraire avec le gang de Roubaix, dont je raconte l'histoire. C'est l'histoire, il y a 30 ans, des premiers convertis non musulmans à l'islam et qui vont jeter les bases du terrorisme. Mais c'était à l'époque de la guerre de Bosnie, etc., etc. Mais en même temps, on a effectivement l'attentat contre Jean-Paul II avec la main du KGB vraisemblablement qui voulait déstabiliser la Pologne et envahir la Pologne parce que le pape polonais, il voulait jeter l'opprobre sur le pape polonais, il voulait se débarrasser de Jean-Paul II. On a eu le parapluie bulgare dans le même genre aussi que je raconte au passage. Et effectivement, mais même l'Auberge Rouge, on peut dire que c'est un reste de la Révolution et de la Révolution de 1830, où avec d'un côté les monarchistes, de l'autre côté les républicains, et qu'il y a eu des comptes qui se sont réglés à ce moment-là en faisant, à travers la rumeur. On dit qu'on tue les gens à l'Auberge Rouge, on n'en a jamais trouvé mais c'était vrai. Preuve. Il y avait la fameuse trappe. Alors les les représentants de commerce étaient oxy avant d'être dépouillés. Oui, mais c'est pour ça que je rapprochais moi ma trappe de la trappe entre le barbier et le charcutier de la rue des Marmousets. Ils finissent guillotinés dans la cour de l'auberge. Oui, absolument. Dans la absolument. Cour. Après avoir été amenés là, en charrette. Enfin, c'est terrible ce qui s'est passé pour... Et ces gens étaient vraisemblablement innocents.
Oui. Vous le pensez parce que, évidemment, comme vous disiez, Jacques moi, Pradel, je le pense. vous consultez beaucoup de dossiers. Oui, il y a aussi des erreurs judiciaires. Oui, mais là, c'est une erreur judiciaire majeure. Je le raconte parce que il y a un historien que je cite dans le livre, qui est un ancien archiviste des Archives de France, qui a eu la curiosité de reconstituer les éléments du dossier pour savoir, mais est-ce qu'on a eu raison? Est-ce qu'ils ont vraiment tué 50 personnes? Et il a constaté que l'enquête avait été faite n'importe comment, que les preuves n'avaient jamais existé et que même la victime qui a donné le lieu au démarrage de l'enquête n'a jamais été vue dans l'Auberge Rouge. Oui, voilà. Alors c'est pour ça que moi je m'appuie sur voilà, je viens ressusciter un certain nombre d'affaires. Parce que les dossiers me paraissent avoir quelque chose à nous dire. Oui, et alors quand vous racontiez, vous l'avez fait à la télévision, l'affaire Jubilat, là, il y a le présumé innocent, donc on ne peut pas aller au-delà du doute, le doute qui profite à l'accusé. Bien sûr, mais alors donc, il faut quand même toujours savoir que le temps judiciaire, le temps de l'enquête de police ou de gendarmerie n'est pas le temps des médias, n'est pas le temps de l'impatience de l'opinion. J'ai en tête un certain nombre d'affaires judiciaires, la tuerie du Grand Bornand, par exemple, avec un type qui était passé d'ailleurs sur TF1 pour parler de la victime, mais en l'accusant des 1000 mots, et qui s'est révélé être l'auteur, l'assassinat par jalousie, tout simplement parce qu'il était jaloux. Et pendant 3 mois, on a pensé que l'enquête piétinait, que les gendarmes étaient en échec. En fait, pendant ce temps-là, ils étaient enfermés dans la maison avec les experts de la gendarmerie, l'IRCGN, et ils travaillaient. Oui. Et au bout de 3 mois, ils ont trouvé l'ADN inconnu qui s'est révélé être l'ADN de l'auteur. Donc vous dites par là, par exemple, dans l'affaire Jubilat, on aura. Moi, je pense qu'on saura, oui, on saura où se trouve aujourd'hui Delphine Jubilat, tôt ou tard. Vraisemblablement. Oui. On ne peut pas l'affirmer. On n'a jamais retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Non, mais oui, absolument, vous avez raison. Il y a des tas de gens qui pensent que Xavier Dupont de Ligonnès est toujours vivant, qui s'est exfiltré quelque part aux États-Unis. C'est votre avis, Jacques Pradel? Pas du tout, non, parce que moi je sais qu'une cavale, en tout cas les cavales de voyous coûtent très cher, il faut de l'argent. Or, un des mots qui a vraisemblablement causé le drame de cette affaire, c'est le manque d'argent. Parce que Dupont de Ligonnès était à sec, il ne pouvait plus payer, il allait falloir quitter la maison, etc. Donc je ne vois pas comment ce type aurait pu se recréer un pécule suffisant pour vivre. Donc il est mort, voilà. C'est ce que vous dites. Vous dites Moi je pense qu'il est mort, oui. Je pense qu'il s'est donné la mort. Au fond d'un puits dans une région qu'il connaissait bien, que les spéléologues connaissent par cœur, et qu'il a tenu à ce que ça reste un mystère. Je pense que le personnage de Dupont de Ligonnès est tel que... parce que, souvenez-vous, sa famille, sa mère, il a été élevé dans une atmosphère religieuse extrêmement pesante, et je pense que il ne voulait pas assumer les meurtres. Et donc, il avait dit d'ailleurs dans un mail, il avait dit, voilà, ça va se passer comme ça, je vais supprimer tout le monde, puis je me débrouillerai pour qu'on ne sache jamais. Incroyable. Voilà. Moi, oui. Jacques Pradel, mes archives criminelles. Vous les ouvrez, hein, ces archives, c'est absolument fascinant. Ces affaires que je n'oublierai jamais, publiées aux éditions du Rocher. Et on comprend pourquoi vous ne les oublierez jamais, parce que nous, en les lisant, j'avoue qu'on a du mal à s'en remettre. Parfois, on ne les oublie pas. Mais il y a votre voix et vos immenses talents de conteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques Pradel, d'avoir été notre invité. Merci infiniment.